Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. On a passé 12 épisodes à courir derrière cette ombre, à l'observer changer de forme, se faufiler dans les bois, surgir sur les chemins, et à chaque fois qu'on croit la tenir, elle glisse entre nos doigts. Alors, avant de refermer cette saga, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'on a vraiment retenu. Les grandes théories qui, encore aujourd'hui, s'entrechoquent autour de cette histoire. Je suis Camille Debreuil et aujourd'hui on clôture ensemble cette saga de l'été 2025 autour de la bête du Gévaudan. La première théorie dont je vous ai parlé, c'est celle que l'histoire officielle avec un grand H a retenue la plupart du temps. La version simple, rassurante, presque confortable, un loup. Un grand loup bien sûr, mais un loup tout de même. En 1765, François-Antoine de Beauterne abat un animal impressionnant qu'il fait empailler et envoyer à Versailles. Le roi peut souffler, le peuple aussi, tout le monde est content. Officiellement, la bête est morte. Puis, en 1767, rebelote, Jean Chastel tire sur un autre loup et là encore, on proclame la fin du cauchemar. Sauf que ceux qui vivaient là, ceux qui avaient enterré leurs proches, savaient que ce n'était pas aussi simple. Les attaques ont continué après la première victoire de Beauterne et même après la seconde, le doute restait tenace. Parce qu'on n'efface pas 3 ans de peur d'un coup de fusil. Et puis est venue cette autre idée, celle d'un loup encore, mais pas tout à fait comme les autres. Plus grand, plus sombre, plus lourd et massif. Certains témoins parlent d'un museau allongé, d'oreilles étrangement courtes, d'une démarche inhabituelle, comme un mélange d'espèces, loup et chien peut-être, ou alors un croisement entre un loup et un animal exotique ramené par quelque explorateur. Cette hypothèse permet parfois de justifier ce qui choque le plus, les blessures infligées aux victimes, souvent à la tête et au cou, avec une précision qui ne ressemble pas à l'attaque d'un loup ordinaire. Et puis, détail frappant, le bétail était rarement attaqué, comme si cet animal-là n'en avait rien à faire, comme si cet animal-là avait une mission différente, un objectif qui dépassait l'instinct de chasse. Mais l'idée ne fait pas de suite son chemin dans la tête de ceux qui cherchent encore une explication plausible et logique. Vient ensuite l'hypothèse qui dépayse complètement. La bête aurait été un fauve, un lion, une hyène, peut-être échappé d'une ménagerie itinérante ou d'un navire. Au XVIIIe siècle, on aime à croire à ces histoires venues d'ailleurs, peut-être nourries par l'imaginaire colonial, on ne sait pas. Un ailleurs où tout est exotique, inconnu et donc très dangereux. Le simple mot « hyène » suffit à glacer le sang dans les campagnes. Les gazettes adorent ce genre de récit, les lecteurs frissonnent et ça fait vendre. Sauf que, sur le terrain, aucune preuve tangible ne vient étayer cette piste. Sans compter que ramener un animal pareil en Gévaudan à cette époque aurait relevé de l'exploit logistique, sans se faire remarquer qui plus est. Mais l'image reste un moment dans les esprits. Celle d'un monstre étranger, importé, qui viendrait troubler la quiétude des montagnes. Car le danger ne peut pas avoir été créé ici, dans la Margéride. Et puis il y a la théorie qui pour moi est la plus dérangeante, et je sais que je ne suis pas la seule à l'aimer autant que j'ai du mal à y croire, celle d'un animal dressé pour tuer. Un loup, un chien-loup, peu importe, mais guidé par une main humaine. On raconte qu'il portait une sorte de cuirasse en peau de sanglier, ce qui expliquerait pourquoi tant de balles semblaient rebondir sur lui et tant de lames ne pouvaient transpercer cette peau. On souligne la régularité presque militaire de ces attaques, notamment dans le rapport de Dr Puech dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes de ça, la précision des trajets, comme si quelqu'un choisissait les lieux et les moments adéquats. Comme si rien n'était laissé au hasard. Cette piste déplace l'affaire du registre zoologique au registre criminel en un claquement de doigts. Ce ne serait pas l'histoire d'un animal prédateur, mais celle d'un ou plusieurs hommes tapis dans l'ombre, utilisant la bête comme une arme ou simplement comme un alibi tout trouvé dans ce chaos énorme.
Et ça, dans une communauté aussi rurale, aussi recroquevillée sur elle-même parfois, parce que isolée le plus souvent, c'est infiniment plus effrayant qu'un gros loup. Certains avancent aussi qu'il n'y a jamais eu une bête, mais plusieurs, qu'au fil des mois et des années, 4 en tout, des animaux différents se sont succédés, inconscients de la psychose, mais continuant tout de même à tuer. Cette idée explique les variations dans les descriptions, par exemple la couleur du pelage, la taille, le comportement, qui étaient différents à chaque fois. C'est vrai que les descriptions ne matchent jamais vraiment entre elles. Et cette théorie explique aussi pourquoi, malgré des battues massives et la mort de plusieurs animaux suspects, beaucoup en fait, les attaques reprenaient toujours derrière. Comme si la menace ne pouvait jamais être éradiquée parce qu'en fait elle changeait de corps dès qu'on croyait l'avoir abattue. Et enfin, il y a cette dimension que l'on oublie parfois, la bête comme outil politique et médiatique. Pour Louis XV, cette affaire devient un test grandeur nature. Le pays est en proie aux rumeurs, l'autorité royale est mise à mal par l'impuissance apparente des forces envoyées sur place. Duhamel, les Denval, de Beauterne, alors on dépêche les dragons, on met en scène la traque, on publie des comptes rendus héroïques, mais à force de vouloir dominer le récit, on l'a aussi nourri. Les gazettes, avides de détails, ont transformé une série de crimes en une légende nationale et même internationale ensuite. Et cette légende, vous le savez, s'est transformée en mythe qui, aujourd'hui encore, survit au temps. Voilà, ce sont les grandes pistes, celles qui traversent les siècles, qu'on ressasse encore dans les livres, les musées, les soirées au coin du feu et apparemment les podcasts. Et je crois que c'est là que pour moi l'histoire devient vraiment fascinante. Pas seulement dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont on raconte, dont on choisit ce qu'on garde et ce qu'on oublie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'y plonger à la base. La bête du Gévaudan, ce n'est pas juste une suite d'attaques et de battues, c'est un récit qui a muté pendant plus de 250 ans, qui s'est nourri de la peur, de la politique, des fantasmes, et puis ensuite de la popularité de l'histoire, du marketing, de la vente, etc., et qui a survécu à tout. Quand j'ai décidé de consacrer une saga entière à cette histoire, je savais que je voulais pas me contenter d'un qui ou d'un quoi. Je voulais comprendre le pourquoi et surtout le comment. Comment un fait divers devient une affaire criminelle qui traverse le temps. Comment une affaire historique devient un mythe. Et finalement, derrière la légende, qu'est-ce qu'il reste ? L'angle que j'ai choisi, il est dans chacun des épisodes. Partir du terrain, des voix, des regards de l'époque, faire entendre les pauvres témoins, les archives, les contradictions. Ne pas chercher à imposer une vérité unique, mais je pense que ça, si vous suivez le podcast, vous savez que c'est pas mon truc. Et donner à entendre toutes les strates. Le fait, la rumeur et l'interprétation. C'est pour ça qu'on a croisé des louvetiers, des prêtres, des paysans, des soldats, des journalistes, et qu'on les a tous laissés parler dans cette saga. Parce qu'au fond, la bête du Gévaudan, c'est aussi une mosaïque de points de vue, et je crois qu'il n'y en a vraiment pas un seul qui ressort plus que l'autre. Et puis, il y a eu vous. Depuis le 1er juillet qui a sonné le début de cette saga estivale, vous êtes déjà 89 000 à l'écouter. J'ai toujours un peu de mal à me figurer que ça représente un stade de France avec une scène et une avancée. Mais merci infiniment pour vos écoutes et vos messages, notamment sur YouTube et Spotify, là où vous pouvez laisser des commentaires à chaque épisode. C'est vraiment ce que j'ai préféré durant cet été, pouvoir échanger avec vous sur toute cette histoire qu'on nous a tous racontée à un moment ou un autre de notre vie, plus ou moins bien d'ailleurs. Pendant ces 13 épisodes, j'ai lu vos messages, vos hypothèses, vos souvenirs de lecture d'enfance, vos débats entre « c'était un loup » et « non, c'était un homme ». Certains m'ont écrit qu'ils avaient vraiment découvert cette histoire pour la première fois, d'autres qu'ils la connaissaient par cœur, mais qu'ils avaient quand même appris des détails qu'ils n'avaient jamais entendus, /vus ou lus ailleurs. Et ça, ça veut dire que ma mission est terminée et qu'elle est bien remplie. Bon, je vous cache pas que j'ai aussi eu sur le dos certaines personnes particulièrement désagréables qui, parce qu'ils ont lu un livre qui disait le contraire, ont adoré pouvoir m'en mettre plein la figure par l'intermédiaire de leurs écrans. Mais non seulement ce ne sont pas eux que je vais retenir, et en plus, chacun son avis. Et quelque part, c'est là que j'ai vu que cette histoire continue de vivre, dans nos échanges, nos imaginaires, nos façons de la raconter, encore aujourd'hui, chacun à notre façon. Tout au début de cette saga, j'ai lancé ma page Patreon, d'ailleurs vous pouvez entendre le petit message au début des épisodes, pour que ceux d'entre vous qui le souhaitent puissent soutenir financièrement, chacun à son échelle, ce média que j'ai créé il y a bientôt 2 ans et que j'alimente en continu depuis septembre 2023. Vous êtes aujourd'hui une vingtaine à avoir rejoint l'aventure Patreon de manière payante.
Évidemment, certains d'entre vous vont se dire qu'à l'échelle du podcast, c'est pas grand monde, mais c'est déjà énorme pour moi. Merci à vous spécialement, ceux qui sont sur Patreon. Je vous suis très reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien. Je vais pas pleurer, mais ça me fait vraiment très plaisir. Et vous croyez en mon travail, et c'est déjà énorme pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette saga de l'été autour de la bête du Gévaudan. Si vous l'avez aimé et que vous avez accès à Apple Podcast, je vous invite vraiment à laisser un avis sur la plateforme, sur la page de Crimes oubliés, pour que d'autres auditeurs puissent avoir eux aussi envie de se replonger dans cette histoire. Un gros projet se prépare de mon côté pour ce podcast et vous imaginez bien qu'après avoir produit 12 épisodes en si peu de temps, j'ai besoin pour la première fois d'une pause. Donc c'est ce que je vais faire, je vais m'écouter et pour la première fois en 2 ans, il va y avoir une petite pause dans la diffusion des épisodes. Après cet épilogue, je prends du temps pour travailler sur cet autre projet et aussi prendre un peu de recul sur le podcast pour avoir toujours envie d'y revenir. Bien sûr, le rythme reviendra comme d'habitude à un épisode par semaine tous les vendredis à 7h et le podcast revient donc le 5 septembre pour une nouvelle saison. Je vous souhaite donc une jolie fin de mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, et je vous dis à très bientôt pour déterrer ensemble de nouveaux crimes oubliés.